Femmes pour le dire, Femmes pour agir présente Forum national Femmes, Santé, Handicap. Le handicap et moi. Caroline L'Homme. Bonjour, je m'appelle Caroline et j'ai été victime d'une rupture d'anévrisme en 2001. Maintenant, j'ai une magnifique hémiplégie gauche, tout le côté gauche paralysé, y compris la corde vocale. Et puis par la suite, on m'a dépisté un second handicap qui s'appelle la myasthénie, qui est une fatigue des muscles et qui n'est pas gênante tant que je suis sous traitement. J'ai de temps en temps des poussées qui me retirent absolument toutes mes forces. Et voilà, donc je suis la femme à double handicap et je vis ça très bien. Oui, ça m'oblige à être un petit peu plus active, mais je l'étais déjà très active. Disons que ça n'a pas tellement changé, ça a juste un peu exacerbé cet aspect-là chez moi. Isabelle Essou. Bonjour mesdames, je m'appelle Isabelle Essou et j'habite à Paris dans le 15e. Je suis maman de 3 enfants et j'ai eu la polio à l'âge de 3 ans. Donc je me suis fait opérer plusieurs fois. Je me suis fait opérer au Bénin 2 fois et à Paris 2 ou 3 fois. Oui, 3 fois. Donc voilà, bon, la polio ça a été le hasard parce que mon papa étant infirmier et sensibilisait tous les autres à se faire vacciner, m'a vacciné, mais malheureusement je suis tombée sur le mauvais vaccin. Et donc ce qui a fait que voilà, la polio est arrivée, on ne comprenait pas tout de suite parce que mes parents étaient sûrs que c'était pas la polio, mais ils cherchaient, mais comment ça se fait qu'on a fait le nécessaire et que voilà, mais c'est les mêmes séquelles, c'est-à-dire c'est les mêmes symptômes que la polio. Donc c'est là où on s'est rendu compte que les vaccins, quand ça partait d'Europe, donc le temps du passer du chaud au froid ou du froid au chaud, et voilà, il y a quelques vaccins parmi le lot qui peut ou être trop secoué ou je sais pas. Bon, ben, voilà, malheureusement, c'est tombé sur moi, mais en même temps, moi je me dis, bon, ben, bien fait, c'est tombé sur la fille d'un infirmier parce que comme ça va le pousser à faire encore des recherches. Alors, mes parents ne le prenaient pas comme ça, moi non plus. Et voilà, je suis restée longtemps au Val-de-Grâce. J'ai fait Bégin, Percy où j'ai fait la rééducation longtemps. Parce qu'à chaque opération, il fallait une rééducation. J'allais à l'école à l'hôpital Cochin, donc il y avait tout était réuni pour que, et malgré la santé, et que je suive mes cours, même si c'est le minimum qu'on nous donnait, parce qu'à chaque opération, fallait arrêter les cours, reprendre après quand c'est possible. Mais bon, moi, je savais que j'avais confiance aussi à la médecine. Ce qui fait que ça ne m'a jamais arrêté d'avoir de l'ambition, de dire, bon, mais ce n'est pas la polio qui va m'arrêter, c'est pas cette maladie. Au contraire, je pense que cette maladie m'a donné une force. Et du coup, quand je vais quelque part, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Je peux aller me casser la gueule avant de faire le demi-tour. Mais bon, ça m'a donné cette force-là aujourd'hui. La polio évolue. Et moi, je fais toujours les recherches pour savoir quelles sont les conséquences si tu prends de l'âge, comment ça peut évoluer négativement ou positivement. Donc, toute ma vie, je dois faire la rééducation, je dois continuer, je dois contrôler le poids, etc. Il y a trop de contraintes, mais néanmoins, bon, j'essaye toujours d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je ne me dis pas que tout va bien, mais je sais que moi, parmi tous les autres, je dois continuer les soins. J'ai telle obligation si je dois aller bien, donc voilà. Je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Je peux leur dire non, je ne prends pas. Je dis non, pas d'anti-inflammatoire parce que je ne supporte plus. Mais je peux prendre un Doliprane tous les matins parce que le problème c'est quoi? Tu te lèves le matin, des fois tu as du mal à démarrer simplement. Donc tu restes au bord de ton lit un bon moment avant de démarrer. Mais quand tu démarres après, c'est fini. Hein? Donc quand tu connais tous ces temps, séquences, après le reste, tu te gères. Hein? Et je suis sûre qu'il y a d'autres qui font pareil mais qui ne me le disent pas. Bon, je prends mon petit déjeuner, un petit Doliprane et puis allez, c'est parti.
Maudit Pio. Bonjour, Maudit Pio, psychanalyste de profession, présidente et fondatrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Bon, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire qu'ayant une maladie génétique qui s'appelle la rétinite pigmentaire, qui fait qu'on perd la vue jour après jour, un peu comme le soleil qui se couche à l'horizon, j'ai été donc confrontée à la singularité, à la différence dès mon plus jeune âge. Et à l'époque, on n'était pas tendre avec les enfants singulières ou différentes. C'est-à-dire que très tôt, on m'appelait la taupe, on m'appelait la bigleuse, on m'appelait la myope, et ça m'a révoltée. J'ai développé un sentiment de révolte et d'injustice qui fait que j'ai pensé très jeune que je ne voulais pas supporter ces épithètes, que je ne voulais pas qu'on s'autorise de m'appeler la taupe ou la bigleuse. Bon, pendant toute une période de ma vie, entre l'âge de 3 ans et peut-être de 10-11 ans, j'en ai terriblement souffert. Et je me suis repliée sur moi-même en essayant de cacher mon handicap. C'est-à-dire que j'ai été dans le déni. Je n'avais rien, j'étais comme tout le monde. Je faisais du vélo, je faisais des excursions en montagne, j'allais à la piscine, je jouais avec les petits copains au jeu de fléchettes, etc. Et comme je loupais la cible, puisque j'y voyais déjà mal, j'étais la risée un peu des petits copains. Et ma question a toujours été comment ça se fait que les enfants, au lieu d'être accompagnateurs, au lieu d'être, j'allais dire, agréables, se moquent de celle ou de celui qui est différent d'eux-mêmes. Ça, c'est une question que j'ai toujours pas résolue parce que ça continue toujours dans le milieu enfantin. La personne handicapée, en dehors de la compassion, de la pitié que peuvent vous donner certains soignants, on est indésirable parce qu'on dérange. On dérange parce qu'on demande un peu plus de temps. On dérange parce qu'on demande des explications supplémentaires. On dérange parce qu'on a peur qu'on se douche toute seule, comme si parce qu'on est aveugle, on n'est pas capable de se doucher toute seule. La dernière expérience que j'ai faite, eh bien, j'étais hospitalisée. Eh bien, on a demandé à une auxiliaire de vie, une accompagnatrice à l'hôpital, d'être présente dans la douche avec moi. Comme si je n'étais pas capable de demander de l'aide si j'en ai besoin, comme si je ne connaissais pas mon corps, comme si je n'étais pas capable de me laver toute seule, ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes des personnes pensantes, et ce n'est pas parce que nous sommes aveugles ou que nous avons un handicap moteur que nous ne sommes pas des personnes pensantes, nous sommes intelligentes, nous savons répondre aux questions. Je ne supporte pas non plus que le médecin demande à mon mari, quand il m'accompagne, ce que j'ai, pourquoi je viens. Je suis assez grande pour m'expliquer moi-même. Quand on peut s'expliquer soi-même, on nous laisse nous expliquer. Olivier Manson. Je m'appelle Olivier Manson, je suis à la retraite. Donc j'étais médecin, on dit généraliste, je disais médecin de famille. Je l'ai été jusqu'à que je tombe malade et j'ai sans arrêt travaillé dans cette profession avec beaucoup de plaisir et de souffrance. Jusqu'à ce que je tombe malade, là plus de plaisir, mais bon. Et puis hospitalisation, encéphalite, tuberculeuse, traitement, machin, j'en suis sorti. Pas trop gravement atteint, enfin ça se voit pas puisque déjà avant je l'étais un peu. Alors, et d'ailleurs, c'est pas par hasard que je suis avec DFA, parce que la place du handicap est révolutionnaire. C'est-à-dire c'est elle qui peut faire la boule dans le jeu de quilles. C'est-à-dire tellement elle est en bas de l'échelle, comme l'enfant noir dans une société apartheid, celui-là il est tellement en bas de l'échelle, il a tellement pas la parole. Plus personne ne l'écoute, que dès qu'on finit par l'entendre, ça finit par être révolutionnaire, ça va chambouler complètement les choses. On sort avec le handicap, on sort des règles, on n'est plus dans les schémas, dans les stéréotypes, on n'est plus dans ce que la société vous demande d'avoir, on est blackboulé de tout ça. Alors, quand on entend, on essaye quand même, on se dit, attends, il faut quand même que j'essaye d'avoir ma place, je suis un homme ou je suis une femme, et il faut quand même que je sois féminine, alors, et donc, moi, il faut quand même que je sois viril. Donc, ça, c'est peut-être des tentatives pour se normaliser, mais le handicap, lui, il dénormalise. Et c'est en ça que le travail de la personne handicapée, le travail
de prise de parole de la personne handicapée est révolutionnaire dans notre société, et pas seulement sur le plan de la médecine, mais sur tous les autres plans aussi. Et voilà, c'est-à-dire la médecine fait la norme du handicap. On n'est pas handicapé, personne n'est handicapé. Qui dit qu'on est handicapé? La médecine. La médecine va fixer un pourcentage. On vous présente l'enfant à la médecine, et à ce moment-là, c'est un peu comme sur les fonds baptismaux, depuis toujours, on va vous inscrire dans une famille, ou dans une fratrie, ou dans... Et là, tac, on vous coince, vous avez 1%, vous avez tant % de... tac, voilà. Allez, au suivant. C'est la médecine qui fixe le handicap, qui dit que vous êtes handicapé. Nous, on dit, on est capable ou pas capable. Moi, personnellement, j'ai essayé de voler, je me suis cassé la gueule à chaque fois. Je ne suis pas capable de voler. Je ne suis pas capable de courir. Maintenant, terminé, ça, j'étais un coureur à pied. Maintenant, je ne suis plus capable. On est capable, on n'est pas capable. Ça, c'est le cas de tout le monde. Le handicap ne vous appartient pas. Il appartient à la société qui vous enferme dans un système où, parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, valable pour elle, eh bien, le mieux, c'est que, c'est un peu, vous savez, tout le bien, toutes les paroles qu'on dit pour les femmes, les veuves et les handicapés. Voilà, voilà. À la Giscard, vous savez. Nous allons nous battre pour que le peuple soit heureux, les femmes, les veuves, les orphelins et les handicapés. Naturellement, bon, voilà. Même, il faut bien penser qu'à la cour du roi, il fallait bien quand même quelques Quasimodo. Bien, donc, ça, ceux-là, on va les arroser de temps en temps pour qu'ils se taisent, ou qu'ils se battent pour les morceaux qu'on donne. Ah ben les autistes, ils ont eu plus que ceux qui sont en fauteuil, dis donc, ils sont bien vus. Alors il suffit d'être en fauteuil, t'es handicapé et t'as du fric. Ah non, moi je suis handicapé aussi, dit l'autre, parce que j'aimerais bien aussi avoir quelques subsides de l'État, etc., etc. C'est un enfermement dans un monde, et on vous y met un peu comme, on vous enferme chez les chômeurs, on vous donne des indemnités de chômage, on vous enferme chez les pauvres, on vous donne le RSA, voilà, et pour que ça se taise, pour que vous cherchiez à ramasser les miettes, et que vous vous battiez pour celles qui restent. Ça, c'est bien. Et comme ça, on peut continuer à faire fonctionner une société de valides. Le mot handicap, c'est pas un sale mot, en fin de compte. C'est le mot valide qui est un sale mot. Images et sons, Stéphanie Dupré. Sous-titrage, Marie Conrosier, Axel Guillaume. Montage, voix off, Isabelle Dumont. Nos remerciements à Isabelle Essou, Caroline Lhomme, Olivier Manseron, Maudit Pio pour leur témoignage. Un film d'Isabelle Dumont. Copyright Isabelle Dumont 2017.